l'aide professionnelle et financière. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme outil? Bon, il y a moi dans la MRC de Quaticook, là, mais je vous le cache pas, dans les autres MRC, là, vous n'allez pas trouver mon poste. J'ai vu tantôt là, dans les questions qui est ton équivalent dans la MRC Mamprimagog, il n'y a pas. La MRC de Quaticook a vraiment pris les devants là, au niveau de l'enjeu de l'habitation, puis ont décidé de créer un poste par eux-mêmes, avec beaucoup d'efforts, dont les efforts de Sarah là, pour aller chercher les moyens pour créer ça, pour rendre ce service-là, en fait, aux citoyens, aux promoteurs. Il y a la MRC, en fait, il y a Sherbrooke, la ville, qui a une chargée de projet en habitation. Puis je pense que les grandes villes en ont aussi, là, Montréal, Québec, vont souvent avoir quelqu'un dédié à l'habitation. En dehors de ça, tout ce qui est plus rural, là, j'en connais pas personnellement des MRC qui ont des chargés de projet en habitation. Donc, désolé, vous pouvez le demander à votre MRC puis faire cheminer tout ça. Vas-y, En Guillaume. même temps, l'habitation était comme la 4e ou 5e préoccupation souvent de la municipalité, mais ces temps-ci, c'est passé au premier rang là, pour bien des raisons. Là. Oui, il y a beaucoup de comités qui se créent dans les MRC. Fait que vous pouvez essayer de discuter puis de voir qui peut vous aider. Puis il y a plein d'instances là, qui essayent de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'appui à ce niveau-là. Donc, vous pouvez suivre le dossier aussi. Bref, aide professionnelle. Donc, en fait, il y a toutes les certifications. Là, souvent, c'est des certifications qui vont venir quantifier un peu le développement durable ou le caractère environnemental des projets. Ce qui est intéressant quand on est des citoyens, qu'on ne connaît pas ça tant que ça, puis qu'on essaie de développer un projet, en intégrant une certification, c'est qu'on va s'assurer de la reconnaissance d'une tierce partie, de quelqu'un d'autre là, que le promoteur, qui va assurer la qualité d'un point de vue neutre, en fait. Eux, ils vont avoir des critères là, très établis. Vous allez voir des exemples de leur projet, puis vous allez avoir souvent des chartes, des critères. Voici ce qu'il faut faire, voici qu'est-ce qu'il faut atteindre pour avoir ma certification. Donc, ça va servir à la fois à éduquer les citoyens et les futurs résidents, les gens qui sont impliqués, les professionnels aussi du projet, parce que c'est des discussions que vous allez avoir avec les gens qui vont émettre la certification. Donc, vous allez apprendre un peu de qu'est-ce que c'est le bâtiment, comment ça, j'économise de l'eau, c'est quoi de la bonne isolation. Puis, vous allez être un peu mieux outillé là, pour juger du type de bâtiment qu'on vous offre. Ces temps-ci, là, la majorité des promoteurs vont dire qu'ils font de la construction écologique ou de la construction éco-responsable, environnementale. C'est tout un monde, il y a plein de choses à apprendre. Fait que souvent, les certifications que je vais vous présenter vont aider un peu mieux là, à catégoriser tout ça puis à mieux définir votre besoin puis votre volonté. Ça donne donc une référence universelle aux investisseurs, aux professionnels impliqués et aux futurs résidents aussi. Si vous allez voir Desjardins puis que vous dites « je suis certifié LEED », ils vont comprendre quel genre de bâtiment vous êtes en train de construire, puis il va y avoir souvent là, des avantages financiers qui peuvent être attachés à ça. Les municipalités aussi, parfois, ils vont attacher là, des avantages financiers. Donc, il existe NovaClimat, c'est un programme gouvernemental. C'est le seul de ceux que je vais vous montrer qui offre une subvention. Donc, en fait, c'est administré par Transition énergétique Québec. Ça l'offre de 500 à 4 000 $ par unité de logement. Ça dépend vraiment du type et du type de client. Là, pour une maison unifamiliale, c'est 2 000 qu'ils vont offrir. 4 000, c'est pour une maison unifamiliale pour un nouveau propriétaire. 500, c'est pour un petit logement. Ça va varier. Il faut aller voir sur Internet ou dans la fiche qu'on va éventuellement pouvoir vous transmettre, c'est axé sur la performance énergétique. Donc, c'est vraiment là, le caractère performance énergétique qui va venir englober consommation d'énergie. Puis, ça vise 20 % d'économie d'énergie sur votre facture d'hydro et c'est rentable en 5 ans en moyenne. Donc, en fait, le surcoût que vous allez payer, souvent, là, vous allez le revoir très rapidement en 5 ans par les économies d'énergie que vous allez faire. C'est basé sur des critères d'isolation et d'étanchéité du bâtiment. Ensuite, il y a LEED qui est assez connu aussi. LEED, c'est reconnu par différentes institutions. Ça va englober un peu plus large la performance énergétique, un peu comme NovaClimat, mais aussi la durabilité du bâtiment. Donc, à quel point là, il peut ne pas se détériorer dans le temps. La provenance des matériaux, l'impact environnemental des matériaux, la consommation d'eau, l'impact global du bâtiment. Puis ça peut être rentable en 10 ans, mais LEED, il y a différentes catégories, là, donc dépendamment de la catégorie du bâtiment, il y en a, si vous voulez être
être LEED platine, là, souvent, ça va être des bâtiments très proches de l'autonomie, alors que juste le LEED de base, ben, ça va ressembler beaucoup à Novoclima dans le fond. Ensuite, il y a les Passive House qui ont fait parler d'eux beaucoup. Les Passive House, l'idée derrière ça, c'est que c'est une maison qui est passive, qui s'occupe d'elle-même toute seule sans qu'on ait de l'énergie à y investir. Donc, c'est axé sur des stratégies passives d'économie d'énergie, la bioclimatique, la masse thermique, l'optimisation des espaces, etc. Ce qui est important de comprendre avec ça, si vous voulez faire un projet passif, il faut que ce soit très tôt. C'est pas des choses qu'on ajoute ou qu'on corrige à la fin dans le bâtiment, c'est la façon qu'il est conçu. Ça va influencer le choix du terrain, ça va influencer la façon qu'on place les bâtiments, combien de bâtiments, Guillaume en parlait tout à l'heure, à la coop, tous les bâtiments sont orientés sud. Vous avez vu, là, ça fait comme un angle par rapport à la rue. Ça a vraiment un gros impact sur l'esthétique. Donc, il faut le savoir très tôt. Et le projet Waterville a les 3 certifications qui viennent d'être présentées. Non, en fait, il n'est pas certifié Passive House, mais il respecte les normes Passive House. Mais ouais, la philosophie est là tout le temps. Certification. Ensuite, il y a Carboneur qui se fait de plus en plus connaître. Là, on le voit pour différents types de production. Il y a entre autres, là, je vous ai mis différents organismes qui peuvent certifier des projets Carboneur. L'idée, en fait, c'est que ça va comptabiliser, oui, et compenser les gaz à effet de serre sur le cycle de vie de la maison. Donc, en fait, l'idée, là, c'est que ma construction de maison ne viendra pas nuire à la quantité de GES produit parce que je vais les compenser ailleurs. Le net zéro, lui, en fait, c'est un peu dans la philosophie du Passive House, mais qui va utiliser des technologies. Donc, pour que net zéro, à la fin de l'année, j'ai produit autant d'énergie que j'en ai consommé. Donc, c'est peut-être un peu plus flexible sur l'esthétique que le Passive House, que je vous disais qu'il faut, comme dès le début, là, tout de suite y penser. Le net zéro est plus flexible dans l'idée où je peux compenser avec des technologies, par exemple avec des panneaux solaires, mes choix qui sont moins responsables au niveau énergétique. Puis, Living Building, qui est la certification là, la plus englobante. C'est des projets intéressants là, quand on tombe dans des projets très novateurs, sociaux. Je sais, là, on va parler tantôt des subventions, là, mais il y a une subvention par la Fédération canadienne des municipalités là, qui définit de manière par les critères pas mal ce type de projet-là. En fait, ça va venir tenir en compte des matériaux, de l'impact sur l'environnement, mais aussi sur les occupants. Donc, le bien-être des gens, la consommation énergétique, la consommation d'eau, l'impact sur la biodiversité. On parlait tantôt là, du choix des gouttières qui vont venir créer un étang puis enrichir la biodiversité. C'est le genre de choses qui vont venir être prises en compte dans ce projet-là. Puis l'impact sur la communauté en général, en dehors des citoyens. On a parlé un peu tantôt avec la coop La Brunante, qui n'est pas Living Building, là, mais c'est pour vous donner des idées en tête. Le bâtiment que je construis, je l'ouvre sur ma communauté, puis en fait, ça ne va pas bénéficier juste aux résidents puis à la biodiversité, mais ça va bénéficier à toute la communauté autour qui avait besoin d'une salle communautaire, d'un espace pour se rassembler. Ben, puis en fait, le dernier point le dit bien, ça vise un impact positif net. Une fois que je considère tout ce que mon bâtiment a fait, il faut que ça soit positif. Je n'ai pas eu d'impact négatif en construisant mon projet. Les subventions. Donc, en fait, il existe 3 grandes catégories de subventions. Il y a des subventions municipales. On peut penser à différents programmes d'accès à la propriété, de rénovation, de crédit de taxes. Ça, ben, il faut aller voir vos municipalités là, pour le faire. Il faut quand même comprendre que de manière assez classique, là, les petites municipalités sont sous-représentées au niveau de ces programmes-là par rapport aux très grandes. Là, si on va voir Sherbrooke, là, il y a une liste de programmes infinis aidés par le gouvernement. Les petites municipalités, par leur caractère petit et le manque parfois là, de personnel, un inspecteur là, dans une toute petite municipalité, c'est partagé en plusieurs. Donc, c'est plus dur pour eux de mettre des programmes en place. Parfois, il y en a moins, mais souvent, il y a des gens très de cœur qui sont impliqués dans les petites municipalités puis qui se battent fort pour mettre des choses en place. Il y a aussi la Fédération canadienne des municipalités qui offre des programmes. Donc, ça, c'est pas une municipalité, mais c'est comme
la Fédération des municipalités, dont le programme pour le logement abordable durable. Si vous avez un projet très novateur au niveau du logement abordable, eux, ils ont un excellent programme pour ça. Je pense qu'ils ont une très grande popularité de ce programme-là. Par contre, là, j'ai vu que les projets pilotes étaient fermés dû à la trop grande quantité de projets qui étaient appliqués, mais il reste d'autres segments. Donc, très intéressant pour les projets qui sortent là, du cadre ordinaire. Au niveau provincial, ben, il y a la SHQ qui est comme le bailleur de fonds, l'aide financière la plus reconnue ici avec Accès Logis, avec le nouveau programme, le FAC, le programme d'habitation abordable Québec, maintenant, je me rappelle, les PSL, l'allocation logement. Donc, c'est eux là, qui vont aider beaucoup. Puis en fait, c'est entre autres là, avec les GRT, donc la GRT de l'Estrie, que vous pouvez naviguer à travers ces subventions-là qui sont quand même assez énergivores à appliquer. Il y a la programme Transition énergétique Québec. Ça, en fait, c'est beaucoup reconnu pour Renault Climat, Novo Climat. C'est des programmes beaucoup plus simples à gérer, à appliquer que les programmes de la SHQ. Novo Climat, là, c'est 3 inspections, un fichier, je pense à 10 pages, même pas, là, je l'ai rempli 20 fois dans ma vie. C'est pas si compliqué que ça. Donc, beaucoup plus facile, là, si vous êtes un petit promoteur, vous faites des 4 logements, vous avez envie de plonger là, dans le monde des subventions et du logement un peu plus durable. Novo Climat, c'est une bonne porte d'entrée. Là. Ben, quoi que je vous encourage tous à faire des coops, là, mais il va falloir l'aide de Guillaume pour ça. Vous y arriverez pas seul. Et ensuite, il y a aussi Hydro-Québec qui existe. Là. Ça, c'est bon pour tous les citoyens dès maintenant. Ils vont subventionner là, les thermopompes, qui est une méthode de chauffage hyper efficace. Là. C'est plus efficace que n'importe quel autre, en fait. Ben, à peu de frais. Parmi les méthodes de chauffage à peu de frais et simples, c'est les thermopompes qui sont les plus efficaces et les chauffe-eau aussi là, qui vont être subventionnés par Hydro-Québec. Au niveau fédéral, il y a la SCHL que vous connaissez probablement ou peut-être parce qu'ils sont assez connus là, du public moyen avec l'aide pour les mises de fonds sur les maisons là, qui font passer les mises de fonds de 20 à 5 %. C'est la SCHL qui fait ça. Ils ont aussi d'autres programmes comme je vous en ai mis 2 ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, la SCHL, elle est administrée par la SHQ. Tu me corrigeras, Guillaume, si je me trompe. Là. Ce que je sais, c'est qu'au Québec, là, on est une des places dans le Canada qui est le plus sous-représenté au niveau de l'utilisation des programmes de la SCHL. Parce qu'en fait, on a la SHQ qui vient comme combler une partie des besoins là, puis ramasser tout ça. Peut-être en 2 mots, c'est parce que il y a des fois des chicanes de juridiction, puis l'habitation, c'est une juridiction provinciale pour le Québec. Fait que souvent, le fédéral envoyait les sommes, puis par la SHL à la SHQ, puis c'est la SHQ qui gérait. Mais là, depuis quelques années, il y a toute une stratégie de la SHL et là, ils commencent à financer aussi directement des projets. Là. Donc, ça dépend vraiment les types de projets. Puis si vous, en milieu rural, vous voulez faire un projet, souvent la SCHL, elle peut amener du financement, mais en bas de 8 unités, c'est plutôt rare, à moins que ça soit vraiment original puis que ça ouvre quelque chose de nouveau. Là. En bas de 8 unités, ils vont trouver que ils vont préférer financer des projets d'un peu plus grande envergure. Oui, même chose avec la Fédération canadienne des municipalités là, pour le programme que je vous parlais tout à l'heure. Il faut avoir une certaine quantité de logements. Là, ils m'ont pas nommé de quantité, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça prend, on peut imaginer une personne à temps plein pendant 2 semaines pour remplir les documents d'inscription. Vous imaginez le travail, là, c'est 80 heures de travail. Fait que ils prennent pas les petits projets, puis c'est une lourdeur administrative pour rien. Pour un tout petit projet, vous allez mieux vous adresser à d'autres programmes.